Alors, tout d'abord, un bref rappel. Donc, Prima, c'est un partenariat institutionnalisé sous l'article 185 de l'Union européenne et qui se enfin, qui a commencé en 2018 et qui se terminait en 2028. On a 11 pays européens, Croatie, Chypre, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Portugal, Slovénie, Espagne, et 8 non européens, dont 3 associés. Alors, les 3 associés sont au programme Horizon Europe, hein, donc la Turquie, Israël et la Tunisie, ou des pays tiers comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, le Liban ou la Jordanie. Alors, la méthode, l'objectif de ce programme, c'est améliorer la disponibilité de l'eau, de la production agricole et une production agricole durable en Méditerranée, tout en améliorant les, des régimes alimentaires et en faisant diminuer la pauvreté. Les méthodes, ce sont des appels d'offres annuels suivant 3 modalités. Alors, le programme premier, ces appels d'offres se sont achevés en 2024 avec un dernier appel d'offres en 2024. Et puisqu'il y a besoin de 3 ans pour la réalisation de ces programmes, et le programme se terminera en 2028. Alors, il y a eu un engagement des pays participants de 274 millions d'euros sur l'ensemble du projet et un cofinancement de la Commission de 220 millions d'euros. Parmi les pays participants, la France a mis 40 millions dans ce programme sur 10 ans. Le programme est géré par une fondation, par la fondation Prima, qui est présidée par une personnalité de la Méditerranée du Nord, Angelo Riccaboni, et jusqu'à très récemment par par une personne du Sud, Mohamed El Chinawi, donc professeur en Égypte, qui se fait remplacer cette semaine. La gouvernance, on a donc on a plusieurs instances, dont les plus importants qui est un System Council et un Board of Trustees, donc une commission, enfin, et la France a été présente dans les deux, plus un advisory board dans lequel on n'était pas présent. Ce programme a eu une évaluation positive à mi-parcours qui a donné lieu à une prolongation du projet. Alors, je voudrais signaler d'abord les résultats de l'appel à projet, donc le dernier du, de la première tranche de Prima, avec, un, avec un retour de la France qui avait un peu perdu sa place dans les dernières années dans Prima. On avait peu de demandes et peu de résultats positifs, mais aujourd'hui, les équipes françaises font un retour remarqué. Alors, de façon générale, en section 1, alors en section 1, ce sont des projets de type européen, de, complètement qui ressemblent à ceux que l'on peut avoir dans Horizon Europe. Il y a eu 174 projets proposés, 22 projets en phase 1 et un nombre total de projets financés, 6, donc des financements qui sont de l'ordre de 3 à 4 millions par projet. Le budget total alloué était de 27,9 millions pour 3 appels d'offres, un sur le Water Nexus, et c'était donc des projets
plutôt d'innovation. Un autre sur Farming Nexus, il y a eu 2 projets, et AgroFood Nexus, 2 projets. Il y a eu 318 entités participantes de 17 pays de Prima. Sur cette section 1, la France a eu un projet en coordination, Morpheus, et donc qui est coordonné par l'INRAE, et des implications dans 3 projets, Nexus Labs, Mara Mediterra 2 et Impact Food. En section 2, alors section 2, ce sont des projets qui sont complètement cofinancés par les agences de financement des pays membres. Alors, la demande a été beaucoup plus faible. Donc, le nombre de projets proposés, 76. Il y en a eu 37 d'évalués positivement en première phase et un nombre total de projets financés, il y en a eu 25 avec un budget total alloué de 24,2 millions d'euros. Donc, des projets par projet, il y a un peu moins d'1 million. 202 entités présentées de 15 pays de Prima. Donc on voit que la section 2 a un moindre succès que la section 1 et on pourrait donner quelques explications. Ce sont les difficultés qu'ont les équipes à se coordonner entre les différents et à toucher les financements en même temps par l'ensemble des agences et alors, sur cette section 2, la France a été bien servie puisqu'elle coordonne 4 projets et elle participe à 12 autres. Vous avez les noms des projets, vous pouvez retrouver sur le site les institutions qui sont présentes. Alors, dans les coordonnées, on a un sur l'eau qui est coordonné par l'INRAE, un sur les systèmes de production Camel-Lait 4MED, qui est coordonné par le CIRAD, un projet Innovalga Food, donc aussi sur les systèmes alimentaires, sur le système de production alimentaire qui est par le CNRS, Fibiomed par l'INSA de Rouen. Voilà, donc sur la section 3, qui sont en général des récompenses ou comment on appelle ça, des participations à des colloques, c'est une cagnotte que se fait Prima pour. Alors, on a une récompense sur le Nexus Water Energy Food and Ecosystem et une récompense sur Prima Woman Greening Food in the Mediterranean qui sont en cours. Hein. Les dossiers ont été déposés et on n'a pas encore, à ma connaissance, les résultats. Donc voilà, je pensais que c'était important en fin de présentation du projet Prima de son origine de présenter les résultats du dernier appel d'offres 2024. Alors, la prolongation a été faite grâce aux évaluations positives du projet. Donc, la Commission européenne a approuvé une prolongation jusqu'en 2031 qui marque une étape significative pour la coopération scientifique européenne. Alors, cela doit permettre donc d'avoir de nouveaux appels d'offres, un en 2025, dont on va vous parler tout de suite, un en 2026 et un en 2027. Et ces projets, donc de 2028 à 2031, s'achèveront. Donc, ils ont besoin de 3 ans pour que le dernier appel d'offres des projets. Alors, on remarquera que dans cette prolongation, un nouveau pays est venu renforcer Prima, donc la Bulgarie, pays européen, s'est adjoint à l'ensemble des financements. Alors, on peut dire que les objectifs et priorités, on a renforcé Prima
dans les trois domaines clés, la gestion durable de l'eau, les systèmes agricoles résilients, les chaînes de valeur agroalimentaire. Alors, Prima, dans cette prolongation, a adopté une approche plus intégrée, Nexus, eau, énergie, nourriture, écosystème, qui avait déjà été lancé dans les premiers, et c'est plus en lien avec les objectifs du Pacte vert pour l'Europe et de l'agenda 2030 des Nations Unies. Alors, les nouveaux développements, l'extension du programme s'accompagne de plusieurs évolutions. D'abord, un financement accru, une contribution supplémentaire de 105 millions d'euros de l'UE, à égaler par les États participants. Et les États participants, dans leur engagement, tous ne sont pas encore engagés. C'est ce qui explique un peu le retard de l'appel d'offres 2025. Ça vous sera expliqué plus tard. Dans ces nouveaux développements, un alignement plus important avec Horizon Europe. Il faut dire que le premier projet, il avait commencé avec Horizon 2020. Donc, mise à jour des règles de participation, de diffusion des résultats, de gestion des conflits d'intérêts. Un nouveau membre, la Bulgarie, a rejoint Prima, portant 20 le nombre de pays participants. Perspective pour la Méditerranée, cette prolongation permet de financer 3 années en plus des projets visant à améliorer la résilience climatique des systèmes agricoles, de développer des solutions locales pour la gestion de l'eau et soutenir la transformation des systèmes alimentaires méditerranéens. Une fois votée cette prolongation, la gouvernance de Prima a sorti un plan de travail annuel, donc le premier plan de cette prolongation en 2025, avec en section 1 donc des financements UE via la fondation de Prima, avec des appels d'offres. Alors, une des grosses critiques des premières évaluations et qui se sont ressorties, surtout dans cette section 1, c'était un taux de succès très faible qui pouvait décourager certains chercheurs à présenter. Donc, il a été décidé de façon un petit peu unilatérale d'essayer de financer plus de projets en diminuant la somme totale du projet versé par projet. Bon, c'était une décision qui a été prise. Donc, alors, vous aurez l'exposé du PCN vous donnera plus de renseignements sur ces appels d'offres 2025. Donc, sur la première thématique eau, c'est le titre de l'appel d'offres, c'est Upscaling Nature-Based Solutions for Sustainable Water Management to Address Extreme Events in the Mediterranean. Et cela fait suite aux grandes catastrophes, à la fois les grandes sécheresses qui ont eu lieu en Méditerranée et qu'on a connues aussi bien en Méditerranée du Nord que du Sud, mais également des inondations extrêmes, comme celles qui se sont produites en Libye l'année dernière. Donc le budget sera de 10,9 millions d'euros avec un budget de 2,7 millions d'euros par projet. L'objectif, c'est avoir des projets solutions fondées sur la nature pour gérer les événements extrêmes dus au changement climatique. La deuxième thématique, donc les systèmes agricoles, c'est le titre du projet, bon, je le donne en anglais parce que c'est plus facile, Enhancement of Sustainable Farming Systems within Mediterranean Wetlands for Conservation and Coexistence. Donc, c'est l'intégration de l'agriculture durable dans les zones humides méditerranéennes et dans un souci de protection environnementaliste et de biodiversité de ces zones humides. Le budget indicatif est de 10,8 millions d'euros, avec aussi une enveloppe de 2,7 millions d'euros par projet. Sur la troisième thématique, c'est la chaîne
agroalimentaire avec un titre de l'appel d'offres Transforming Mediterranean Food System, Empowering Consumers for Sustainable Diets. Et donc, c'est la transformation des systèmes alimentaires via des comportements de consommation plus durables. Et l'ensemble de cet appel d'offres, les dates de soumission sont le 15 juillet 2025, avec des résultats attendus pour le 10 décembre 2025. La section 2 et alors, de section 2, il n'y a qu'un seul appel d'offres, mais sur 3 thématiques différentes. Donc, une thématique eau, avec un objectif appui aux politiques via les concepts d'empreinte hydrique et d'eau virtuelle, enhancing policy development through impact-driven water footprint and virtual water concepts in the Mediterranean region. Donc, c'est un peu les nouveaux concepts de eau verte, eau bleue et eau virtuelle, et notamment l'eau qui s'échange par le commerce international. Alors, il faut rappeler que ces appels sont soutenus par les agences nationales et ciblent un spectre plus large, en général, alors qu'on est plutôt sur des projets d'innovation de 6 à 9 dans les appels en section 1. Là, on est plutôt en TRL 3-8. Et donc, ce sont des projets de recherche et d'innovation. Sur les systèmes agricoles, Upscaling Agroecology Practices at the Farm Level in the Mediterranean. Donc, l'objectif, c'est de généraliser les pratiques agroécologiques à l'échelle des exploitations. Et enfin, le 3e thème, c'est sur sur les chaînes agroalimentaires, c'est Towards a Plant-Based Alternative Protein Products Transition in the Mediterranean Region, et c'est soutenir la transition vers les protéines végétales alternatives dans les systèmes agroalimentaires. Comme il ne s'agit que d'un seul appel d'offres, on ne peut pas partager l'argent qu'il y aura, mais on pense que sur les 3 thématiques, il y aura entre 20 et 25 projets financés sur une base d'à peu près 1 million par projet, sachant que ce sont les agences de financement des pays participants qui donnent cet argent. Donc, la date de soumission est le 8 juillet 2025, avec des résultats le 10 décembre 2025. Pour les autres instruments, ont été mis de côté 2 prix de 2 000 € pour le prix Prima Women Greening Food Systems et pour des actions bilatérales et nationales, et notamment en appui des renforcements des capacités et de mobilité ciblés sur des associations ou des pays qui ont eu peu de résultats sur les thématiques précédentes. On pense par exemple à l'Allemagne, Israël, Malte, Espagne ou la Turquie. Donc voilà. Alors le dernier point que je voulais partager, c'était que cette prolongation a été votée, mais il y a une volonté importante des participants à Prima de poursuivre un peu par le long terme. Et pour cela, la Commission avait fait un appel d'offres d'une CSA. Donc, une CSA, c'est Collaborative Scientific Action, et donc a proposé qu'un groupe puisse réfléchir à ce que pourrait être un nouveau Prima. Et un nouveau Prima. Donc, l'objectif principal de ce programme de Future for Prima,
c'est de préparer le futur partenariat Prima, donc post 2027, c'est-à-dire que l'on n'arrête pas les appels d'offres en 2027, mais qu'on puisse les continuer en consolidant les acquis, en intégrant les recommandations des évaluations intermédiaires. Les actions clés de cette CSA, c'est de consulter les partenaires méditerranéens et les États membres de l'Union européenne, faire une cartographie des synergies avec Horizon Europe, avec les missions et les partenariats, et notamment pour qu'il n'y ait pas trop de répétitions, donc vérifier ce qui se fait déjà dans Water for All, dans agroécologie, dans Food Systems, et de proposer quelque chose qui vienne en complément et pas en redondance avec ce qui existe déjà. Donc, il faudra définir, cette CSA doit définir des orientations stratégiques pour un nouveau partenariat élargi et renforcé. On privilégie une approche collaborative, donc une co-construction avec les institutions de recherche, les agences de financement et les acteurs de terrain, la mobilisation de la communauté scientifique, politique autour de ce nexus, donc eau, énergie, sécurité alimentaire, écosystème ou environnement. Alors, ce programme européen qui réfléchit à ce futur de Prima a une durée de 48 mois. Donc, il a commencé en janvier 2024 et se terminera en décembre 2027. Il est coordonné par la Fondation Prima à Barcelone et les pays qui participent sont l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la Jordanie, Malte, Israël, Égypte, Allemagne, Maroc, Portugal, Croatie, Tunisie, Grèce, Bulgarie, Chypre, France. On voit que quelques pays qui étaient dans le Prima ne sont pas participants de cette CSA, ce qui est un petit peu dommage, mais ils sont tenus au courant et il y a une espèce de deuxième cercle, ce futur Fort Prima essaye que tout le monde soit au courant. Alors, ce projet a été financé entièrement par la Commission européenne à un montant d'un peu plus de 2 millions d'euros et elle est soutenue à 100% par la Commission européenne. Alors, ce programme Futur Fort Prima a mis en place une task force, Futur Fort Prima, qui est un groupe réduit de personnalités qui sont chargées d'écrire et de produire le rapport qui fera la demande officielle pour ce nouveau Prima. Donc, l'objectif principal, c'est d'accompagner la définition du futur partenariat Prima post-2027 en assurant la concertation stratégique entre États participants et partenaires méditerranéens. Les rôles de cette task force, c'est de cadrer les orientations scientifiques et politiques du futur Prima, consolider les résultats et acquis de la première phase, formuler les recommandations concrètes pour la Commission européenne et faciliter la concertation euro-méditerranéenne et le dialogue nord-sud. La composition de cette task force, elle est composée de représentants des ministères et à ce titre, je représente le MESR dans cette task force, les agences nationales des États membres de Prima. Et à ce titre, Isabelle Hippolyte de l'ANR représente donc l'Agence française de financement. On a aussi dans cette task force quelques experts scientifiques et institutionnels désignés par les pays partenaires de Prima en appui technique et logistique. Et donc cette task force se réunit en visio et en présentiel et elle est en lien
elle suit étroitement ce qui se fait dans la CSA. D'ailleurs, ces personnalités sont des personnalités qu'on retrouve dans la CSA. Et ces recommandations sont attendues pour fin 2026. Alors, ce PRIMA qu'on peut appeler PRIMA 2 est une nouvelle ambition euro-méditerranéenne pour la recherche et l'innovation. Et les discussions se font surtout pour savoir euh, comment il faut mesurer, étendre ou pas étendre les thématiques de ce nouveau primat. Alors, faire évoluer le partenariat Prima vers une plateforme stratégique de coopération, de recherche et d'innovation pour répondre aux défis des bassins méditerranéens. Alors, je crois qu'il y a déjà une, un accord global pour que l'on demande un nouveau article 185 qui permet donc de faire des appels d'offres en recherche et en innovation et qui permet l'association de pays européens et non européens avec toujours le même cadre géographique du bassin méditerranéen. Euh, le contexte, eh ben, c'est qu'on vient après Prima 1 et après la prolongation de Prima. Donc, on sait qu'il y a eu 403 millions d'euros mobilisés dans la première phase, 210 millions dans la prolongation, et on espère être beaucoup plus large au niveau des financements dans un Prima 2, donc, qui commencera en 2028 pour les premiers appels d'offres avec des derniers appels d'offres en 2034 et une fin donc de ce nouvel article en 2185, cet article en 2037. Il s'inscrira dans le futur programme cadre FP10 avec une fonction renforcée et élargie et avec une idée derrière la tête, c'est que ce primat qui va venir dans la même temporalité que les programmes cadres ben, puisse suivre les programmes cadres et pourquoi pas avoir, enfin, devenir quelque chose de constitutif de ces programmes cadres. Alors, les enjeux, c'est qu'on est toujours dans la crise climatique, la raréfaction des ressources, la sécurité hydrique et alimentaire, l'inégalité socio-économique et les tensions migratoires, et la nécessité d'une action transnationale structurée autour de la Méditerranée. Alors, la vision de ce Prima 2, comme on peut le voir par le travail de la CSA et par le travail de la Task Force, est une Méditerranée résiliente, durable et inclusive, où la recherche et l'innovation soutient la sécurité alimentaire, hydrique, énergétique et environnementale. La mission s'est renforcée Prima comme pilier de la coopération scientifique euro-méditerranéenne en soutenant l'innovation contextuelle, la montée en puissance des systèmes de connaissances et la diplomatie scientifique dans un temps où les rapports et la crise de géopolitique est importante. Il paraît très important de conserver ce type de projet. Alors, les priorités stratégiques, après beaucoup de discussions avec des gens qui voulaient beaucoup élargir les thématiques de Prima, certains qui voulaient rester très proches, il y a une espèce de consensus pour que les priorités stratégiques de ce Prima 2 soient la gestion durable de l'eau, agriculture et système alimentaire résilient, intégration du nexus eau, énergie, alimentation, écosystème. On rajouterait une approche, une seule santé, mais une seule santé liée à la nutrition, liée à l'agriculture, une intégration de l'économie bleue avec l'intégration des produits de l'alimentation de la mer et de l'aquaculture. C'est pas encore, ça ne fait pas encore tout à fait l'unanimité et puis une accélération de la transition numérique et verte. Donc,
L'objectif, comme j'ai dit, c'est d'avoir un Prima 2 sous une forme d'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aligné avec les nouveaux programmes cadres qui pourraient donc se poursuivre avec peut-être avec un avenir plus important. Le partenaire de Prima 2, il s'est ouvert aux États membres de l'Union européenne et aux pays associés à Horizon Europe, mais aussi à tous les pays tiers du bassin méditerranéen, avec peut-être un espoir d'avoir les derniers pays qui ne sont d'Europe, de la Méditerranée du Sud, comme la Libye, en Méditerranée de l'Est, comme la Syrie, si ces pays sont à nouveau reconnus par l'Union européenne. La coordination, elle se continuerait par la Fondation Prima de Barcelone et on aurait des synergies politiques avec le Pacte vert européen, l'agenda 2030 des objectifs du développement durable et l'agenda post-2030 qui est en préparation aux Nations Unies, une stratégie UE-Afrique et l'agenda d'innovation Union africaine-Union européenne, donc le primat en tiendra beaucoup plus compte. La stratégie Union pour la Méditerranée, donc il y aurait une plus grande soutien politique de l'Union de la Méditerranée, puis un partenariat avec le Plan Bleu, avec la FAO. Il faut savoir que Prima a ouvert un bureau récemment à la FAO, avec les centres du CGR et notamment avec les centres du CGR qui travaillent en Méditerranée, comme l'ICARDA, mais aussi d'autres, et avec donc MEDCC, l'UNEP, donc le PNUE pour, les, pour le dire en bon français. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon. J'espère ne pas avoir pris trop de temps. Et je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation vraiment très complète et qui permet de voir un petit peu le partenariat tel qu'il est aujourd'hui, puis de se projeter un peu sur ce qui pourrait arriver par la suite. Donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et puis, sinon, allez noter et on pourra réaborder donc, tous ces sujets-là à la fin des présentations des appels que Fatia donc, va présenter dans un instant. Et puis ensuite, des conditions de participation des équipes françaises par Nuria Ruiz de l'ANR. Ensuite, voilà, je te laisse la parole, Fatia. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc, beaucoup de choses ont été expliquées par Jean, donc je vais être relativement. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu une Info Day, hein, donc, qui a été organisée par Prima le 14 avril. Donc, n'hésitez pas à compléter en allant sur le replay de cette matinée qui a été organisée par la Fondation Prima. Alors, je ne reviens pas là-dessus. Donc, les trois thématiques, hein, vous les connaissez, donc elles n'ont pas changé en 2025. Juste un mot sur les appels en IA et en RIA. Donc, globalement, donc, l'appel 2025 financera une trentaine de projets. Avec les IA notamment concentrés dans la section 1 avec des TRL, donc 6, 8, sur des questions donc de démonstrateurs, de nouvelles technologies, des innovations organisationnelles et donc à des TRL relativement hauts. Les RIA, donc, surtout dans la section 2, se concentrent sur des activités de recherche à des TRL relativement bas, 3 à 5, avec donc des objectifs de mise en œuvre ou de mise en place d'innovations futures et des applications potentielles. Les appels RIA intègrent des aspects socio-économiques, notamment en sciences sociales, avec des objectifs d'engagement actif de la société civile qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres appels à projets européens.
Dans la section 1, donc, on a 3 appels de type IA, je n'y reviens pas là-dessus, avec des budgets de 2,7 millions d'euros chacun. Et donc, l'appel insiste sur l'obligation, dans les conditions d'éligibilité des consortiums, d'une PME. Dans la section 2, donc, 20 projets sont attendus avec des RIA relativement bas et donc des budgets de 1,5 million d'euros pour chacun des appels. Euh, Prima, enfin, la lecture du work programme montre qu'il y a un encouragement à proposer des projets avec des dimensions socio-économiques importantes pour augmenter les impacts inclusifs. Bien sûr, donc, faire attention et avoir des objectifs d'égalité de genre et de privilégier l'approche multi-acteurs, hein, qui permet donc d'intégrer la totalité des parties prenantes de projets pour maximiser l'impact. Le calendrier donc est relativement simplifié puisque donc il n'y a qu'une seule étape avec donc une deadline enfin, pour le 15 juillet pour la section 1 et une semaine avant pour la section 2. Donc, si je rentre un peu plus dans les détails, hein, donc vous voyez là les budgets par appel et je vais passer en revue rapidement donc chacun des appels. Le premier appel donc, de la section 1 consiste en des projets qui ont des objectifs de mise à l'échelle de solutions fondées sur la nature. L'appel donne quelques exemples. Les impacts attendus, c'est bien sûr donc la gestion de l'eau, la résistance au climat et la capacité d'adaptation des écosystèmes, l'amélioration du partage des connaissances et du renforcement des capacités. Alors, je rappelle que ce sont des IA, donc il faut évidemment intégrer les parties prenantes à tous les niveaux de l'appel. Et l'autre impact attendu, c'est l'amélioration des systèmes de suivi et d'évaluation pour renforcer en continu donc, les solutions et leur intégration dans les politiques environnementales, agricoles et aussi urbaines. L'appel donc est adapté et focalisé sur les solutions basées sur la nature, adaptées à divers contextes méditerranéens pour faire face aux risques dont a parlé d'ailleurs donc Jean, pas seulement la sécheresse, mais il y a eu aussi donc des épisodes d'inondation. Il y a aussi donc des questions sur la pollution de l'eau et aussi des questions d'acceptabilité dans les cadres réglementaires et par les parties prenantes. Il s'agit également de tester, de valider et d'évaluer les coûts, les bénéfices et, pour la mise à l'échelle des solutions et travailler également sur la proposition de business model, hein, donc des modèles d'affaires qui permettent de rentabiliser. Donc, je rappelle que dans la section 1, il y a obligatoirement dans les consortiums des PME, ce qui permet évidemment de proposer des business models relativement facilement mis en œuvre. Enfin, donc, développer des outils d'aide à la décision pour optimiser l'utilisation donc, et les solutions qui sont proposées dans le projet. Dans le deuxième appel donc, sur les systèmes agricoles, il s'agit donc de proposer des projets pour l'amélioration des systèmes agricoles durables dans les zones humides dont a parlé Jean, donc qui sont des zones relativement importantes et qui apportent des bénéfices majeurs pour différentes parties prenantes, aussi bien pour l'alimentation que pour les services écosystémiques. Les impacts attendus à la lecture de l'appel, donc c'est l'augmentation de la résilience des agrosystèmes de ces zones humides en Méditerranée qui préservent les services écosystémiques, notamment la lutte contre les inondations et la sécheresse, la production de denrées alimentaires et d'autres aspects du développement économique local. L'évaluation globale et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de séquestration du carbone. Hein, donc, l'appel insiste sur le rôle majeur de ces zones humides dans la séquestration du carbone. Et l'objectif également est de promouvoir des pratiques innovantes spécifiques à la Méditerranée qui soutiennent l'agrobiodiversité dans les écosystèmes des zones humides
notamment par exemple des variétés traditionnelles comme l'orge, tolérant au sel, le blé dur et les légumineuses indigènes. L'appel donc porte sur au moins un des aspects suivants. Donc l'appel ou le projet proposé devra cibler un des aspects, réaliser une évaluation complète des zones humides méditerranéennes, c'est-à-dire faire l'état des lieux et évaluer le profil d'émissions de gaz à effet de serre et le potentiel d'atténuation du carbone, examiner les compromis entre la restauration des zones humides pour le climat et la biodiversité et la fourniture de services, par exemple la production alimentaire, explorer l'intégration des connaissances et des pratiques locales existantes et évaluer les coûts et les avantages de l'investissement dans la conservation de ces zones humides. Donc ici, donc l'appel, dans les propositions que vous serez amené à faire, il faut aborder au moins un des aspects proposés dans l'appel. Le troisième appel donc sur les chaînes de valeur, il s'agit donc de proposer des projets pour transformer les systèmes alimentaires méditerranéens, et responsabiliser les consommateurs. Le mot responsabiliser n'est pas forcément la bonne traduction de empowering, parce que donc il ne s'agit pas seulement de responsabiliser, il s'agit de donner les moyens aux consommateurs pour faire des choix éclairés de son régime alimentaire. Les attendus, donc là, démontrer et mettre en œuvre des approches innovantes qui favorisent l'adoption du régime méditerranéen dans différents âges, en particulier donc, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Les propositions doivent intégrer des campagnes éducatives et des outils numériques qui permettent aux consommateurs de mieux comprendre les systèmes alimentaires et d'y participer. Et les propositions doivent porter sur l'innovation politique au niveau européen, national, régional, en mettant l'accent sur l'utilisation des marchés publics de denrées alimentaires, en particulier, bien sûr, dans les cantines scolaires et autres restaurations collectives. L'appel, évidemment, a une portée relativement large pour encourager le développement et l'adoption de produits alimentaires durables, notamment donc une préférence pour les produits bio, mettre en œuvre une formation pratique en utilisant la réalité virtuelle et la ludification, là encore, donc c'est une traduction de gamification qui n'est pas forcément très bonne. Donc l'idée, c'est de faire des jeux pour éduquer les consommateurs et développer des solutions qui incluent des applications mobiles et l'intelligence artificielle qui soutiennent des choix alimentaires durables. Voilà donc pour les trois appels de la section 1. Dans la section 2, donc là encore, on a des appels relativement ouverts, mais sur les trois thématiques également qu'on retrouve ici. Alors, les appels ici, ce sont des RIA et non pas des IA. Et les conditions d'éligibilité, donc j'y reviendrai après, n'obligent pas d'avoir une PME dans le consortium. Pour rappel, donc, l'engagement financier des différents pays, enfin les principaux pays, vous voyez que l'Italie donc, met 7 millions d'euros, la France 4, à moins qu'il n'y en ait que 2, donc l'ANR nous dira. Et donc l'Espagne avec 2 agences, 5,5 millions d'euros, l'Égypte avec 2 agences également. Et donc vous voyez tous les pays partenaires de la section 2 ont proposé un budget. Le premier appel donc sur la thématique eau de la section 2, donc c'est l'amélioration de l'élaboration des politiques grâce à des concepts d'empreinte hydrique et d'eau virtuelle. On l'a présenté tout à l'heure. Alors les impacts attendus sont liés aux politiques nationales relatives aux décisions de gestion de l'eau, qui doivent être révisées sur la base du concept d'empreinte hydrique, relier l'empreinte hydrique au concept de nexus eau, énergie, alimentation, écosystème et sa valeur ajoutée dans la région méditerranéenne, renforcer la résilience au changement climatique en intégrant le concept d'empreinte hydrique, identifier les avantages économiques et de la réduction de l'empreinte hydrique
par des économies pour une meilleure utilisation de l'eau et amélioration des revenus potentiels générés par les pratiques d'utilisation durable de l'eau. Faciliter le dialogue entre les régulateurs municipaux, les compagnies des eaux, les communautés, les agriculteurs et les autres parties prenantes de l'eau et encourager l'adoption de variétés de cultures et de pratiques industrielles nécessitant peu d'eau tout en augmentant l'utilisation des ressources traitées et réutilisées afin d'alléger la pression sur les ressources naturelles d'eau en Méditerranée. Si on regarde maintenant globalement donc, la portée des appels, donc l'appel dit qu'il faut que le projet aborde au moins l'un des aspects suivants, évaluer les politiques et réglementation nationales, définir les limites des concepts communs d'empreinte hydrique et d'eau virtuelle, analyser le commerce de l'eau virtuelle pour gérer les impacts du commerce transfrontalier des produits et des ressources en eau et la résistance aux chocs externes. Analyser au moyen d'études de cas les empreintes vertes, bleues et grises des bassins fluviaux en mettant l'accent sur les principales cultures et races stratégiques. Modéliser, prévoir les changements et tendances futures en matière d'empreintes hydriques et de commerce de l'eau virtuelle en tenant compte de leurs incidences plus larges. Recommander des réformes institutionnelles et réglementaires guidées par les concepts d'empreinte hydrique. Établir un réseau sur l'empreinte hydrique, un réseau de connaissances sur l'empreinte hydrique dans les pays méditerranéens et encourager des pratiques économes en eau, l'utilisation de cultures moins exigeantes, par exemple la mise en œuvre de systèmes de recyclage, de réutilisation de l'eau dans l'agriculture et l'industrie. Le deuxième appel donc, sur la partie donc, système agricole concerne l'intensification des pratiques agroécologiques au niveau de l'exploitation agricole, avec des impacts attendus liés à l'amélioration de la compréhension, de l'adoption et de la mise en œuvre de pratiques agroécologiques pour les petits exploitants agricoles, la production de preuves démontrant le potentiel de l'agroécologie dans la lutte contre le changement climatique et l'atténuation et l'adaptation en soulignant la neutralité climatique, son impact sur la biodiversité et sa capacité à renforcer la résilience socio-économique des exploitations agricoles, la formulation de recommandations politiques visant à soutenir l'expansion de pratiques agroécologiques et la mise en œuvre de méthodes de mesure et de vérification du carbone évolutive et rentable adaptées aux pratiques agroécologiques. Si on regarde maintenant donc, les aspects que les porteurs de projets doivent choisir pour pouvoir répondre donc, à cet appel, il faut que le projet proposé couvre tous les aspects suivants. Fournir une méthodologie qui facilite l'identification des combinaisons optimales de pratiques et de stratégies agroécologiques, mettre l'accent sur la mise en œuvre de méthodes évolutives rentables pour mesurer et vérifier les efforts de séquestration de carbone. Les pratiques proposées devraient couvrir une gamme variée de cultures et de systèmes agricoles englobant à la fois des pratiques conventionnelles et biologiques. Piloter les mécanismes innovants pour aider les agriculteurs à passer à des pratiques agroécologiques, mettre en place des laboratoires vivants, notamment en créant des parcelles de démonstration, en menant des recherches participatives avec les agriculteurs et en organisant des sessions de formation et des ateliers. Et enfin, élaborer des stratégies de diffusion, d'extension de pratiques agroécologiques au-delà de la zone géographique et de la durée du projet. Donc, vous voyez, donc, les attendus sont relativement larges et doivent être incluses dans le projet. Le dernier appel donc, concerne les chaînes de valeur pour une transition des produits protéiques alternatifs à base de plantes dans la région méditerranéenne.
Là encore, les activités proposées doivent couvrir tous les aspects suivants. Innover en matière de technologie, de méthodes de formulation et de techniques de transformation afin d'accroître l'acceptabilité, l'accessibilité financière et la disponibilité et la durabilité des produits protéiques d'origine végétale dans les régimes alimentaires méditerranéens. Mener des études sur les allergènes et les intolérances alimentaires associées aux sources de protéines d'origine végétale en se concentrant sur la région méditerranéenne. Il s'agit notamment d'identifier les allergènes potentiels et d'évaluer leur impact sur la santé et la sécurité des consommateurs et évaluer la valeur nutritionnelle, la digestibilité et la qualité sensorielle des protéines alternatives d'origine végétale en mettant l'accent sur des groupes de population vulnérables, les jeunes, les femmes enceintes et les personnes âgées, ce qui implique la réalisation de panels sensoriels, d'analyses nutritionnelles et d'études de digestion pour s'assurer que ces protéines alternatives répondent aux besoins nutritionnels et diététiques spécifiques des groupes. Là, donc, on est vraiment sur de l'innovation technologique de produits. Voilà donc pour la totalité donc, des appels de la section 1 et de la section 2. Quelques éléments sur les règles d'éligibilité de la section 1. Alors, donc, vous retrouverez donc, cette slide dans le replay de l'infodé donc, du 14 avril. J'ai juste repris ici donc, pour insister sur l'inclusion dans les consortiums de 4 entités légales indépendantes, 3 avec donc les 3 des 3 pays différents d'Europe, au moins une entité établie dans un pays membre de l'UE et au moins 2 établis dans les pays méditerranéens hors UE et au moins une PME dans les pays méditerranéens ou dans les pays européens. Donc, j'ai mis ici la définition de ce que c'est qu'une PME, donc moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires, mais avec des possibilités donc, de catégoriser de manière un peu plus fine ces différentes PME. Toujours dans la section 1, le consortium et des règles d'éligibilité, il y a quelques exemples qui vous permettront donc de bien faire attention et de valider le consortium avant d'y aller. En particulier ici, donc, si vous regardez bien le deuxième exemple, c'est un exemple dans lequel la PME et une entité sont du même pays méditerranéen non européen, c'est-à-dire l'Égypte. Et ça, c'est très important de le savoir. Donc, la PME peut être dans un des pays du consortium de départ. Dans la section 2, on a exactement la même configuration donc, des consortiums et des règles d'éligibilité, sauf qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir une PME. Donc l'indication importante qui consiste à évidemment vérifier les règles de financement local, par exemple pour la France. Donc, nous aurons une présentation de l'ANR et donc l'éligibilité des règles de financement de chacun des pays. La partie gender et donc égalité de genre, c'est quelque chose d'extrêmement important, même si on note que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une condition d'éligibilité, mais elle s'applique sur un certain nombre de types de participants, notamment donc les établissements publics, les établissements d'éducation donc et d'enseignement supérieur, de recherche, etc. L'évaluation des projets, donc vous connaissez les trois indicateurs donc, de qualité, l'excellence, l'impact et la qualité de la mise en œuvre. Chaque indicateur est évalué sur 5 points par 3 évaluateurs, sachant que le minimum à avoir, il faut 3
minimum sur 5 pour chacun des critères et avoir 10 au total. Et sur le critère impact, le minimum, l'impact a un pouvoir, un poids dans la note totale de 1,5. C'est-à-dire que la note que vous allez avoir sur 5 points ici, elle va avoir un poids de 1,5 fois dans la note totale. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention à cette partie-là. Et du coup, donc, j'ai repris un peu l'explication qui a été donnée lors de l'Infodé sur qu'est-ce que c'est que l'impact et comment on arrive à l'impact. Globalement, donc, on propose donc que dans le projet, on va avoir un certain nombre d'outputs qu'on va trouver dans le projet, notamment en termes de méthodologie, en termes de nouveaux produits, en termes des nouveaux process de production ou d'amélioration de process, ou des outputs scientifiques, en termes par exemple de publication ou d'avancées scientifiques. À partir de là, on peut avoir un certain nombre d'outcomes en lien avec le work programme qui sont clairement identifiés dans chacun des appels, notamment sur l'adoption, sur l'utilisation des outils, la diffusion des pratiques ou la création de start-up et d'entreprises. Et l'impact directement, donc comment ces outcomes vont contribuer aux impacts, notamment les impacts économiques, technologiques, scientifiques, environnementaux bien sûr, et de gouvernance. J'ai repris ici, là encore, donc un certain nombre d'indicateurs des KPI, donc les indicateurs de performance. Alors, je vous invite à examiner donc le livre qui a été publié par Prima sur les impacts et comment évaluer les impacts. C'est un document qui fait 70 pages et qui reprend donc chacun des impacts en donnant des exemples très très précis et qui peuvent vous aider à construire votre proposition. Quelques exemples sur les indicateurs, par exemple, d'impact économique et technologique. Sur les impacts économiques, par exemple, le nombre de solutions pour réduire les coûts, le nombre de start-up, le nombre de brevets, le nombre d'emplois créés. Sur les impacts technologiques, on a évidemment le nombre de solutions innovantes développées dans le projet ou le nombre de technologies développées par le projet qui atteint un niveau de TRL relativement élevé. Sur les impacts scientifiques, donc ne pas oublier, puisqu'on peut avoir évidemment des impacts scientifiques en matière d'avancée des connaissances. Ça se mesure par des publications, par des bases de données, par exemple, ou par des formations et des sessions de workshop ou de formation qui sont proposées dans le projet. Sur les indicateurs de performance, d'impact environnemental, évidemment, il y en a beaucoup et vous allez là encore les trouver dans le livre qui a été publié, notamment par exemple l'efficacité de l'utilisation de l'eau, de l'énergie, la réduction de la dégradation des sols ou la réduction de l'impact ou de l'empreinte carbone. Sur la partie sociétale, on peut avoir des indicateurs comme le nombre de populations donc marginalisées qui a bénéficié de votre projet, des innovations sociales ou le nombre, par exemple, d'objectifs de développement durable qui sont abordés dans votre projet. Et sur la gouvernance, ne pas oublier la gouvernance, ça peut être donc des policy briefs rédigés dans le projet, la gouvernance de l'eau par exemple et l'implémentation dans les politiques publiques ou l'intégration donc de votre approche dans le nexus VP. Le budget, donc globalement, donc, vous voyez, les efforts sont relativement importants puisque donc la Commission met 32 millions d'euros, les pays partenaires donc 36 millions, ce qui représente un budget relativement important.
Et pour finir, donc quelques éléments sur le soutien des Français et donc l'écosystème un peu des conseils et d'appui que l'on peut vous apporter. Tout d'abord, donc, pour nous aider, pour aider la communauté scientifique française, n'hésitez pas à devenir vous-même évaluateur pour la Commission européenne ou pour Prima. Vous avez des informations pour vous inscrire. N'hésitez pas non plus à mobiliser les appels MRSEI, donc de l'ANR, qui permettent donc de vous aider dans la constitution de votre consortium. Je laisserai le détail donc peut-être à Nouria. Nous, en tant que PCN, donc nous avons plusieurs outils qui peuvent être mobilisés pour vous accompagner. Donc on a une newsletter qu'on envoie régulièrement donc à destination des relais et des inscrits à notre liste de diffusion. Vous pouvez ici, donc vous avez le lien pour vous inscrire à notre liste de diffusion et que vous trouverez aussi sur le site du ministère. Et puis un certain nombre de ressources variées qui peuvent être mobilisées pour vous accompagner. Je vous remercie de m'avoir écouté et voici nos têtes. Donc, nous sommes 5 dans l'équipe PCN Bio-Environnement. Merci de votre attention. Merci Fatia pour cette présentation. On va sans tarder, parce qu'on est un petit peu décalé dans l'heure, écouter donc Madame Nuria Ruiz qui va nous présenter donc les spécificités pour les participants français, et puis après on ouvrira la session de questions-réponses s'il y en a. Voilà, merci. Bonjour, merci. Je vais juste mettre le mode plein écran, si ça va bien. Oui. Donc, bonjour à tous et merci de votre participation à ce webinaire. Je vais passer on n'est pas en plein écran, Nouria. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Non. Je pense que c'est ça. C'est bon là? Voilà, parfait. Ouais. Il y a une petite astuce avec. Bon, comme je vous disais, on va passer en revue les modalités de participation des équipes françaises à l'appel à projet Prima. Et je suis le point de contact ANR pour Prima avec Isabelle Hippolyte, qui est la responsable scientifique aussi pour Prima à l'ANR. Alors, comme cela a déjà été présenté, la section 1 est une section financée à 100% par la Commission européenne. Mais la section 2, par contre, est financée à 100% par les budgets engagés par les pays participants dans l'appel à projet. Et de ce fait, des conditions d'éligibilité propres à chaque pays viennent s'appliquer en plus des règles Prima. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'un tableau qui spécifie l'engagement financier de chaque pays se trouve dans les documents appelés Guidelines for Applicants. Ouais, c'est le tableau dont Fatia a parlé à l'instant. Et là, vous trouverez la liste de pays et leurs budgets associés. Donc, la France participe, je confirme, avec un budget de 4 millions d'euros. Et du fait que le budget pour le financement des projets est apporté par les agences de financement, les conditions d'éligibilité et les règles financières qui s'appliquent sont aussi celles propres à chacun des pays. Donc, c'est un point important dont il faut tenir compte pour éviter les mauvaises surprises et que suite à l'inéligibilité d'un partenaire, par exemple, les projets soient déclarés inéligibles par Prima. Je vous conseillerais d'avoir un consortium aussi diversifié que possible, et c'est là pour deux raisons principales. D'une part, si l'un des partenaires est déclaré inéligible par l'agence de financement de son pays, l'absence de ces partenaires ne risquera pas de faire capoter les projets car ils ne rempliraient pas la règle Prima du minimum des pays et d'entités juridiques participantes. Et d'autre part, dans les classements faits par les comités d'évaluation en étape 2, les projets sont financés dans la mesure des budgets disponibles. Donc, il arrive que certains pays n'anticipent pas bien l'ampleur de la participation des communautés de leur pays et que leur enveloppe soit consommée assez rapidement. Donc, dans ces cas, le partenaire ne pourra pas être financé. Il pourrait participer au projet sur fonds propres sans problème ou bien quitter le consortium. Et de ce fait, cela met en péril aussi la réalisation du projet. Donc, un consortium diversifié
permet de rebondir plus facilement sur cette difficulté. Et encore une fois, les risques, ça évite les risques de tout d'un coup, par manque de budget, que le projet devienne inéligible s'il ne remplit pas la règle de base des primas. Toujours dans le contexte de la diversification du consortium, entre l'étape 1 et l'étape... avant, il y avait 2 étapes. Et cette année, je voulais juste souligner ça parce que c'est la grande nouveauté des primas. Il n'y a qu'une étape. Et donc, du coup, les éditions précédentes, on pouvait rattraper des petits écarts sur l'éligibilité, mais cette année, ce ne sera pas possible. Donc, il est vraiment très important que vous n'hésitez pas à nous contacter pour vérifier que vous êtes bien éligible avant de déposer votre projet. En ce qui concerne les modalités de dépôt, l'ANR ne demande aucun document supplémentaire à ceux qui sont demandés par Prima. Certaines agences le font et parfois les coordinateurs sont inquiets à ce sujet, mais sachez qu'il n'y a rien à fournir à l'ANR en parallèle. Je vous conseille de jeter un coup d'œil au programme de travail annuel de Prima parce qu'il fournit une information plus détaillée que celle du texte du col sur les différentes actions et pourra sans doute vous inspirer davantage pour la rédaction de votre projet. De même, comme cela a été dit, l'info des Prima est disponible sur leur page web et donc je vous encourage vraiment à l'écouter. Normalement, il sépare la présentation par sujet, donc vous pouvez choisir s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse. Et il donne de très bons conseils et on comprend bien mieux les enjeux de chaque thématique grâce à cette présentation. Aussi, très important, familiarisez-vous le plus rapidement possible avec la plateforme de soumission et les documents administratifs demandés par Prima. Bien que cela semble assez simple à première vue, une fois qu'on commence à les remplir, il y a des questions et des doutes qui peuvent apparaître. Donc, pour éviter le stress des derniers jours, il vaut mieux faire ça assez en avance. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ne pas hésiter à nous contacter en cas de besoin. Et dans le site internet de Prima, vous trouverez un outil pour la recherche des partenaires qui pourrait vous être utile. N'hésitez pas à le consulter. Et vous pouvez aussi vous enregistrer sur cet outil pour apparaître dans la base de données des partenaires possibles. Et, en plus des critères d'éligibilité communs qui sont ceux stipulés par Prima, d'autres critères propres à chaque agence de financement viennent s'ajouter. Donc, ce sont des critères cumulatifs et donc il faut veiller à bien les respecter. Ceci est d'autant plus important, comme je vous disais, que cette année, l'évaluation des projets se fait en une seule étape. Et je vous encourage à lire les détails des modalités d'attribution d'aide de l'ANR qui seront disponibles sur le site ANR au cours de cette semaine et dans les règlements financiers de l'ANR. Il est important de lire ce règlement avec attention parce que sur les liens affichés au milieu, en bleu, et vous avez les liens pour ces règlements, vous trouverez en plus du document PDF relatif aux modalités d'attribution d'aide ANR, des outils complémentaires qui s'affichent là en orange pour vous faciliter la compréhension du règlement et il y a aussi une fois à question dédiée. Et les projets déposés doivent être uniques. Cela veut dire qu'il ne peut pas être semblable en tout ou en partie à une autre proposition déposée en appel en cours d'évaluation à l'ANR, tous les appels à projets confondus, toutes les étapes d'évaluation confondues aussi, ou bien que le projet ait donné lieu à un financement par l'ANR. Le caractère semblable entre des projets est établi lorsque ces projets décrivent des objectifs principaux identiques ou résultent d'une simple adaptation. Quant au budget, l'ANR ne finance pas des montants inférieurs à 15 000 €. Si un partenaire français coordonne la proposition, le montant d'aide demandé à l'ANR peut aller jusqu'à 420 000 €. Et dans le cas où le partenaire français n'est pas partenaire coordinateur, la demande d'aide ne peut pas excéder les 310 000 €. Si plusieurs partenaires français sont impliqués dans le projet, ils doivent partager les montants d'aide annoncés. C'est-à-dire que les 420 000 €, ce serait pour l'ensemble des partenaires français quand il y a un partenaire coordinateur. Et ces montants représentent des plafonds pour l'ensemble des partenaires, comme je vous disais. Donc, c'est important
garder ça en mémoire. Oui, juste par rapport à la diapo précédente, juste vous dire que l'ANR va conventionner avec chaque partenaire séparément. Donc, chacun sera responsable de la gestion de son budget. Et, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème d'éligibilité pour l'ANR. Donc, dans les modalités et les critères d'évaluation, ces critères et ces modalités sont ceux qui sont décrits dans le document de l'appel à projet qui est disponible sur la page de l'appel sur le site de l'ANR et sur le site de la Fondation Prima. Si vous le jugez nécessaire et sur demande auprès de l'ANR, une traduction des critères d'évaluation pourra être fournie. Pour rappel, à la fin de l'évaluation, la liste des projets recommandés pour financement est établie par le comité de pilotage sur la base de la liste établie par le comité d'évaluation en tenant compte de la capacité budgétaire des organismes de financement participant à l'appel. Une fois publiée, l'ANR pourra initier la procédure de conventionnement. Tous les détails sur les processus d'évaluation est vraiment très bien expliqué dans les manuels pour les déposants, les Guidelines for Applicants. Il est extrêmement important de connaître les règles de financement dès le départ de l'élaboration du projet de recherche, car seul le coût admissible des partenaires ayant sollicité une aide à l'ANR seront financés. Alors, les coûts admissibles et autres modalités d'attribution des aides de l'ANR sont précisés dans les règlements financiers, comme je vous disais tout à l'heure, disponibles à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et dans la fiche aussi, il y a des fiches synthétiques, sont des fiches pratiques. Il y en a une qui est dédiée aux coûts qui sont admissibles, c'est la fiche numéro 3, mais vous pourrez voir sur la page où se trouvent les règlements financiers, en descendant, vous verrez qu'il y a plein d'outils différents. Alors, pour connaître, parmi ces outils, il y en a un très intéressant qui vous permet de connaître le taux de financement et les types de coûts applicables. Et donc, c'est cet outil de simulation aussi de la santé financière. Mais si vous êtes partenaire privé ou si dans votre consortium, il y a des partenaires privés français, il est indispensable de leur demander d'utiliser cet outil de simulation pour tester leur état de santé financière en utilisant les critères de l'ANR. Ceci est vraiment très important, il ne faut pas les négliger parce qu'il est déjà arrivé qu'un projet sélectionné pour financement soit lourdement impacté par l'inéligibilité du partenaire français à cause de son état de santé financière. Donc, vraiment, il faut vraiment faire cet exercice. C'est un outil très facile d'utilisation et vous aurez la certitude du résultat. Et donc, faire cette simulation vous permettra aussi de nous poser toutes les questions qui seront nécessaires en amont et éviter des mauvaises surprises à la fin. Je profite de l'occasion pour vous rappeler rapidement les processus après la sélection de votre projet. L'ANR doit publier la liste de projets sélectionnés par Prima et paramétrer la plateforme pour le suivi de vos projets, qui est c'est la même plateforme que vous avez utilisée pour les dépôts. Donc, cela permet de vous donner accès à nouveau au contenu du projet et on vous demandera de bien vouloir transposer les budgets que vous avez déposés à Prima sur un tableau financier propre à l'ANR. Certaines catégories des coûts sont un peu différentes, mais vous avez encore là une fiche pratique qui est dédiée, qui vous explique en détail le type de coûts qu'il faut inclure dans chaque catégorie. L'ANR vérifie et valide ces informations et vos tutelles gestionnaires doivent faire de même avant de pouvoir passer au conventionnement. Alors, une fois que le projet est conventionné, sachez qu'aucun document supplémentaire est demandé par l'ANR pour le projet. Et les échéances applicables pour les comptes rendus intermédiaires et finaux sont celles déterminées aussi bien par Prima que dans l'acte attributif de l'aide que vous allez recevoir et signer. Et donc, ces comptes rendus doivent être transmis à Prima en utilisant la plateforme mail. Et je vous demanderai de bien vouloir aussi les déposer sur la plateforme ANR, parce que nous, on a accès à la plateforme mail, mais il n'y a pas tous les documents qui sont accessibles.
L'ANR organisera un kick-off suite à la sélection des projets pour les partenaires français des projets financés afin de vous expliquer plus en détail en quoi consistera le suivi scientifique, le suivi administratif et financier du projet. Donc, ce kick-off sera organisé par les personnes en charge de faire ce suivi et les questions relatives aux accords de consortium et du plan de gestion des données seront également abordées. Il y a une série d'engagements que vous prenez lorsque vous êtes bénéficiaire d'une aide de l'ANR. Vous vous engagez notamment à garantir le libre accès immédiat aux publications scientifiques évaluées par les pairs et à adopter une démarche dite FAIR, c'est-à-dire facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable, conforme aux principes aussi ouverts que possible et aussi fermés que nécessaire. Donc, les publications scientifiques des bénéficiaires d'un financement ANR dans le cadre de cet appel seront rendues disponibles en libre accès sous la licence Creative Commons, CC BY ou équivalente. Et donc, vous trouverez tous les détails à ce sujet dans les liens enfin, pas un des liens que j'ai affichés, mais je vous le remettrai. Et tous les participants aux appels financés par Prima sont tenus de faire figurer sur toute communication ou publication liée à leurs activités la mention qui s'affiche, c'est-à-dire le nom de l'activité, les codes de la subvention et dire que cela fait partie du programme Prima soutenu pour l'Union européenne. Et il faudrait aussi ajouter le logo pour Prima et les logos pour l'Union européenne. Chaque responsable scientifique qui sollicite une subvention à l'ANR s'engage formellement aussi sur le fait que sa hiérarchie a donné l'accord à sa démarche de dépôt en cours et que les informations relatives à la demande leur ont été communiquées. Les projets de recherche bénéficiant d'un financement ANR doivent respecter les principes de la Charte nationale de déontologie et des métiers de la recherche, ainsi que ceux de la Charte de déontologie et d'intégrité scientifique à l'ANR. Les responsables scientifiques français demandant ou non un financement doivent veiller au respect de l'ensemble de ces principes dans le cadre des activités de recherche menées sous leur responsabilité dans le cadre du projet. L'ANR a intégré aussi les principes d'égalité dans sa charte de déontologie et d'intégrité scientifique et les principes d'égalité, oui, et déployer un plan d'action d'égalité. Donc, l'objectif est d'amener les communautés scientifiques à systématiquement considérer la dimension sexe ou genre dans leurs recherches et quel que soit les domaines pour une production de connaissances de qualité. Et les responsables scientifiques des projets financés par l'ANR s'engagent aussi à prendre en compte, quand cela est pertinent, la dimension sexe et ou genre dans leurs recherches, quels que soient les domaines, afin d'écarter les biais de genre dans la production des savoirs et d'anticiper les conséquences potentielles de leur application. Et aussi pour donner une visibilité équitable des travaux de recherche qui seront produits, ceux qu'ils soient portés par des femmes ou des hommes. Dans l'éventualité où des ressources génétiques seraient utilisées dans les projets déposés, les responsables scientifiques s'engagent à ce que tous les participants au projet, qu'ils demandent un financement ou non, respectent les obligations associées au protocole de Nagoya. Et l'ANR encourage les titulaires d'une subvention amenés à participer à des activités de mobilisation des connaissances, des transferts, partage, valorisation, mise en valeur et diffusion auprès des milieux, des pratiques et du grand public lorsque ces activités sont pertinentes. Donc, les responsables scientifiques de ce fait s'engagent donc à promouvoir dans le cadre de leur projet, à chaque fois que cela est possible et pertinent, la culture scientifique, technique et industrielle. Le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation, qui s'appelle PPST, a pour but de protéger au sein des établissements publics et privés l'accès à leur savoir et savoir-faire stratégique, ainsi qu'à leurs technologies sensibles. Donc, il permet de se prémunir plus efficacement contre les tentatives de captation d'informations stratégiques ou sensibles pouvant être détournées à des fins malveillantes. Et donc, l'ANR met en œuvre cette PPST pour des projets déposés comportant des partenaires publics ou privés étrangers au sein de leur consortia, donc ce qui est notamment le cas pour Prima.
Donc, en amont de tous les dépôts de projets à l'ANR, tous les appels et instruments sont concernés. Les déposants ou les déposantes sont invités à se rapprocher de leurs fonctionnaires de sécurité et de défense ou des services en charge de l'application de la PPST au sein de leur établissement afin de vérifier les conditions d'éligibilité de leur projet. Les projets de coopération internationale de nature scientifique ou technique identifiés par l'ANR seront soumis à l'avis du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Et un avis négatif de ce haut fonctionnaire ne permettra pas la sélection des projets. Donc, comme je vous disais, on est deux à pouvoir répondre à toutes vos questions ou doutes ou besoins d'informations complémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, Isabelle et moi-même. Nos coordonnées sont à l'écran et aussi les liens sur les règlements financiers parce que c'est vraiment celui-là qu'on applique. Mais il y a aussi, comme je vous le disais, un document qui a été ou qui est sur le point d'être publié concernant les modalités spécifiques de participation des bénéficiaires français. Donc, je vous encourage à lire les deux documents parce que vraiment, là, il y a vraiment tout qui est vraiment très bien détaillé. Mais en cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter. Et c'était tout pour moi. Merci beaucoup de votre écoute.